Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, bonjour à vous, merci de nous retrouver une fois de plus. Nous sommes fidèles au rendez-vous pour analyser pour vous l'actualité de la semaine à travers les yeux et les oreilles de Hassan Haddouche ce matin. Bonjour. Bonjour. Il y a aussi Saïd Jafar, bonjour. Il y a également Abed Sharif. Bonjour. Et le Qadi Hussein. Bonjour. Bonjour messieurs, je suis très content de vous retrouver. La semaine passe vite finalement. Pour revenir avec vous sur l'actualité qui a marqué cette semaine. En bref, rapidement, le tour de table. Hassan, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ? C'est les interventions des membres du gouvernement, en particulier de M. Ben Khalfa, disons, devant le Sénat, qui rétablissent un petit peu, disons, la vérité sur un certain nombre de choses, enfin, la mesure, disons, sur un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Ouais, notamment sur l'ouverture du capital. Je suis contente que tu retiennes ça, parce qu'on va essayer d'en parler tout à l'heure. Oui. Nous sommes le 17 décembre, ça fait 5 ans, Bouazizi s'est immolé, la Tunisie a avancé un peu, Sidi Bouzid est plutôt triste. Voilà. Ouais, c'était la une hier, encore ce matin. C'est encore ce matin. Le Huffington Post. Abed. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'apparition d'un intellectuel de poids en Algérie. C'est qui ? Ben Edine Taliban. J'osais pas trop ce matin, mais bon, puisque tu en parles, je vais te mettre ça sur le dos et ça va être un sujet d'actualité, tiens, ce matin. Hassan. Oui. Alors, pour la première fois depuis 10 ans, depuis quasiment 10 ans, la Fédérale Banque américaine, la Banque centrale américaine, a rehaussé le taux directeur. L'argent a rehaussé son taux directeur. L'argent va coûter moins cher, va coûter plus cher à partir d'hier. Et nous sommes en train de finir avec un épisode qui a duré exceptionnellement longtemps, de l'argent quasiment gratuit. C'est pas bon pour la conjoncture internationale et c'est pas bon pour l'Algérie et le prix du pétrole. Bon, tu viens de jeter le décor, de jeter une image sur le décor. $40. Voilà, on va parler d'économie ce matin. On va parler aussi du discours politique qui a suivi après la lettre du général Médienne. Si on devait l'analyser, c'est, je dirais, un discours sourd quand il s'agit d'expliquer une guerre souterraine qui a bien dévoilé, Abed, une fracture dans l'équilibre du pouvoir. Et sur l'avenir, où le projet Algérie, on a eu droit ce matin à la révision de la Constitution, et puis on a eu droit aussi aux propos de Ben Khalfa. J'aimerais que l'on commence, si vous le voulez bien, sur le plan politique et toutes ces réactions qui ont encore suivi. Tu parlais tout à l'heure de Tliba, je vais te donner la parole à Abed. Le député FLN. C'est quoi la question ? Comment as-tu analysé les propos, notamment ceux qui ont retenu l'attention, entre autres cette semaine, après la lettre du général Médienne, les propos du député FLN? Alors, c'est juste un engrenage pour tirer la vie politique vers le bas, encore davantage vers le bas. On était du sol, là on descend dans les égouts et on va essayer d'aller encore plus bas, parce que Et c'est une manière radicale d'éviter le débat politique dans le pays. Je vais quand même rappeler quelques-uns de ses propos. J'avais pas prévu ça, j'ai mis ça de côté, mais quand même, puisqu'on en parle, il dit Tartag, le numéro 2 du renseignement, le numéro 1 du renseignement, donc, qui a remplacé le général Médienne, c'est un des architectes de l'état civil. Ce sont ses propos. Il a de l'humour. Non. Il a de l'humour. On peut le penser, on peut mettre au crédit du général Tartag d'avoir accepté d'être photographié et d'apparaître en public. Donc on peut considérer effectivement qu'il y a une démarche cohérente. J'irai même plus loin. La semaine dernière, on en avait parlé ici. Il y a un problème. Une photo, c'est le signe d'un état civil. Non. Il faut être sérieux. On est en train d'essayer de dire quelle est la démarche et qu'est-ce qu'on met dedans pour essayer de la rendre crédible. Donc, permettre au patron du DRS d'apparaître en public et de se photographier au même titre que le général Hamel, qui est patron de la DGSN, ou que Mened, qui est responsable de la gendarmerie, c'est du point de vue de la démarche, ça a de la cohérence. Voilà, quand Tliba dit c'est l'architecte de l'état civil, il peut le dire. Nous, on en pense qu'on veut. Oui. Évidemment, on n'est pas convaincu, mais ça a de la cohérence. Oui. La semaine dernière, ici même, je crois, c'était à ma gauche, il y avait Mohamedi Iwanouren qui se demandait si la nouvelle génération militaire
aller couper avec cette tradition jusque-là où on ne les entendait pas parler, où on ne les voyait pas, où c'était le silence complet. On a eu une réponse. Alors j'ai comme l'impression que le CPP est très écouté. Il y a eu cette déclaration. Il y en a d'autres aussi. Il dit, en somme, Hanoun, c'est la marionnette du DRS. Le général Hassan a peur. Alors, Tliba, ce serait, excusez-moi, mais la marionnette de... Je t'avoue que Tliba, moi, j'ai vu 2 minutes, puis j'ai zappé. Parce que, quoi qu'on dise, les Algériens ne méritent pas d'avoir des politiciens pareils. C'est d'un niveau bas. On ramène le débat à des niveaux très, très plus bas que le ras du sol. Et le fond du problème, c'est que tout ça, c'est des ripostes à la sortie de Médienne. Mais ce sont des ripostes qui, soi-disant, vont essayer de nous convaincre que nous passons vers un état civil. C'est le discours de Saadani, reproduit par Tliba. Qu'est-ce que c'est? C'est un coup de baguette magique, c'est-à-dire on enlève tout fait, on met Tartag et on est passé dans l'état civil. Est-ce qu'on se moque des Algériens? Oui, on se moque des Algériens. On se moque. En fait, ils ne se rendent pas compte que les Algériens se moquent d'eux parce que c'est totalement contre-productif ce qu'ils sont en train de faire. Envoyer des hommes de main, parce que là, on en est là, envoyer des hommes de main pour essayer de développer un discours qui n'a aucun sens est aberrant. Aujourd'hui, la vraie question, et c'est la question que nous nous posons toujours, est-ce qu'on sort du système où c'est une police politique qui gère l'espace public, l'espace politique, affecte les ressources, par exemple dans les médias, contrôle en catimini, y compris les entrepreneurs ou non? C'est ça la vraie question. Et ce n'est pas parce qu'on a enlevé tout faire et qu'on a mis Tartag qu'on est passé à autre chose. Moi j'ai une théorie sur la question. Moi je pense que dans le 4e mandat, il y a eu paradoxalement un affaiblissement de l'expression politique du clan présidentiel. Au sens du premier périmètre. C'est-à-dire que les porte-paroles d'avant le 4e mandat, c'était des gens comme Abdelaziz Belkhadem, qui était celui qui a vendu le 3e mandat auprès des Algériens, auprès des services. Et puis bon, ça s'est dégradé progressivement. Aujourd'hui, moi je dis, je sens, je trouve que c'est le général Gaïd Saleh qui a donné la tonalité à l'expression politique du 4e mandat. Lui-même, en mettant en prison des généraux qu'il considérait comme n'étant pas obéissants, le général Hassan, le général Ben Hadid qui est à la retraite et qui a dit ce qu'il pensait de l'évolution de la situation. Le style Gaïd Saleh, qui est un style brutal, qui est un style qui n'est pas politique, s'exprime à travers son gendre. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que Tliba, c'est le gendre? Non. C'est pas son gendre. Non. C'est son allié d'affaires à Annaba. Bien. Il est à Annaba, il est riche à Annaba, voilà. Et il est riche à Annaba, il est riche à Annaba en partenariat avec la famille Gaïd Saleh. Ça c'est ils sont en partenariat. Alors je vais le défendre alors. J'ai envie de le défendre. Oui, c'est bien, tu vas nous aider. Donc Tliba mahsoub à le général Gaïd Saleh. C'est-à-dire quand il s'exprime, le style c'est lui. Donc aujourd'hui on cherche l'expression de Bouteflika lui-même, de dire que lui qu'est-ce qu'il dit. Le champ politique de Saïdani, c'est la même chose. Il faut toujours rappeler que Gaïd Saleh a envoyé un télégramme de félicitations à Saïdani quand elle a été réélue à la tête du FLN auprès du Congrès. Donc on est dans la sphère politique d'expression de Gaïd Saleh. Quelle est la sphère d'expression politique de Abdelaziz Bouteflika, celle que réclame le 19, etc. On a du mal à la voir. Peut-être est-ce la démarche constitutionnelle. Mais comme il ne parle pas, et Mme Zohra Drif lui a encore demandé ce matin de parler, on ne sait pas ce que lui pense directement. Moi, je voudrais dire un mot là-dessus. Rapidement. Dans tous les pays du monde, il y a une police secrète. Les polices secrètes, ça existe. Les services secrets, ça existe dans tous les pays du monde. La police politique, ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Alors, si l'apparition de M. Tartag en public veut dire qu'en Algérie, il n'y aura plus de police politique, il y aura encore des services secrets, mais il n'y aura plus de police politique, c'est un bon signe, c'est un bon signal. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas si c'est pratique de l'avancer. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais si c'est un signal dans cette direction-là, on ne le sait pas. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est une chose, moi, sur monsieur... Alors, ça fait la deuxième. Ouais, la deuxième, mais c'est juste sur M. Tliba, etc., parce que personne ne le défend, donc moi je voudrais le défendre. C'est un député. Moi, je veux dire, je considère que M. Tliba, il répond pas au... Comment dire? Il répond à Louisa Hanoun.
Voilà, moi je considère. Louisa Hanoun et un certain nombre de leaders politiques, dans la période récente, se sont exprimés en disant que la loi de finances, etc., le code des investissements. Il va plus loin, mais il va plus loin, Hassan. Non, mais attendez. Ils ont dit quand même, ils ont dit clairement que M. Bouchouareb était en train de vendre le pays à la France. Hein. Bon, quand Louisa Hanoun dit que M. Bouchouareb est en train le gouvernement est en train de vendre le pays à la France, on dit que c'est normal, c'est une expression politique. Moi, je considère que Louisa Hanoun est un député, c'est un leader d'un parti politique dont l'audience n'est pas claire, n'est pas mesurée avec clarté, disons. Les personnes qui doivent répondre à Louisa Hanoun, c'est des députés. Hein, c'est un député, les députés lui répondent. Ils lui répondent pratiquement il répond pas qu'à Louisa Hanoun. Il parle du général Hassan. Oui, mais il dit que le général Hassan est un ancien sous-officier qui a été, c'est un ancien chauffeur du général Toufir qui a été promu. C'est ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui. C'est ce que disent beaucoup de gens. Est-ce qu'on n'est pas, parce que cette question aussi on se la pose encore, et puisqu'on n'a pas de réponse de la part du président, est-ce qu'on n'est pas dans un DRS bis, j'allais dire. En fait, la vraie question est là. On a l'image publique du général Tartak, patron des services, mais en parallèle, il y a un pouvoir qui est encore non apparent. Ce pouvoir non apparent, il est où? On peut essayer de décortiquer, d'aller vers un peu de précision. Dans un secteur que nous connaissons bien, qui décide aujourd'hui de la répartition de la publicité pour les journaux? On va avoir une idée de qui représente le vrai pouvoir. Qui a le pouvoir de nomination dans les grandes entreprises pour les postes importants? Donc là, on va se retrouver avec un pouvoir. Jusque-là, pendant 25 ans ou là, pendant 20 ans, quand il y avait Toufik Medienne, on avait une simplification. C'est le DRS qui décide et qui désigne. On était très largement dans le vrai, mais voilà, ça permettait de régler de répondre à une question. Aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui est toujours là. Est-ce que c'est le même ou non? Je ne sais pas. Mais apparemment, la photo de Tartak vise à nous dire que ce pouvoir a disparu. Non, il n'a pas disparu, parce que s'il n'avait pas disparu, le président Bouteflika ne tiendrait pas 5 minutes au poste où il est. L'article 88 nous tomberait sur la tête dans les 5 minutes. Donc, c'est clairement, il y a encore ce pouvoir qu'il détient. Est-ce que c'est Gaïd Salah? Est-ce que c'est Tartak? C'est une autre question. Oui. Hissène, quand on voit le chef d'état-major, Gaïd Salah, en tenue, on a assis aux côtés des conseillers du président et du chef de l'État pour parler de la nouvelle constitution. On est un petit peu... Oui, ça a interpellé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La question a été posée, est-ce que pour une réunion politique de ce type, le chef de l'État-major... À mon avis, il était là-bas en tant que vice-ministre de la Défense. Oui. Il aurait dû être en tenue civile. Mais moi, je veux retenir qu'il y a une tentative de reprise en main. On essaie de remettre Bouteflika au centre du jeu. Le thème sur lequel Bouteflika peut revenir au centre du jeu, c'est un thème régalien, c'est celui de la Constitution. Ce ne sont pas les sous-thèmes sur lesquels il a été interpellé. C'est pas tant l'enjeu n'est pas tant le contenu de la Constitution, mais de dire qu'on y travaille, que ce sont ces gens-là qui vont y travailler, et que donc il y a un vaisseau, un équipage et un amiral à la tête de l'équipage. C'est ça le message qu'on essaie de faire passer. Maintenant, le cap... C'est toujours un gros point d'interrogation. Le cap ne dépend pas de cette équipe-là. Le cap, il dépend d'autres paramètres, des paramètres économiques et de plus en plus des paramètres sociaux qui rentrent en ligne de compte. Quand tu parles de la révision de la Constitution, au moment où on s'interroge sur ce pouvoir, qui gère précisément et qui a les règnes, on se demande aussi si cette révision de la Constitution ne va pas tomber sous le point d'interrogation. Qui va prendre en charge cette nouvelle Constitution, puisque c'est apparemment un cap, même si on a du mal à le voir aboutir, c'est un cap. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi avoir peur que cette révision profonde qu'a toujours voulu Bouteflika et qu'il avance encore aujourd'hui tombe entre les mains d'un pouvoir opaque et qu'elle soit utilisée à des fins? Formellement, les gens qui se sont réunis
on a eu la télévision, Bouteflika entouré de Gaïd Salah. Le ministre de l'Intérieur était absent, d'ailleurs, beaucoup l'ont relevé, il n'était pas... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sera pas un référendum? Peut-être que considéré comme pas du calibre d'être le noyau du pouvoir, parce que c'est un peu l'image qu'on veut donner. Voilà le noyau du pouvoir réel qui est... Mais, bon, donc formellement, on nous dit ça. Mais bon, la question que tu poses sur la Constitution, etc., on est toujours dans un débat où il y a toujours un décalage. Les constitutions en Algérie ne servent pas à grand-chose, mis à part à organiser peut-être les rapports à l'intérieur du pouvoir. Mais du point de vue social, les gens savent que le pouvoir décidera de la changer au moment où il voudra. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas d'importance. Tu parlais du ministre de l'Intérieur. Tu parlais du ministre de l'Intérieur. À mon avis, enfin je pense que si le ministre de l'Intérieur n'était pas là, c'est que ça veut dire que cette révision de la Constitution va passer par l'Assemblée. Peut-être à mon avis, la Constitution aujourd'hui est moins importante que les histoires de privatisation. Très bien, voilà l'amorce. Juste terminer sur une remarque. Moi, je ne suis pas choqué par le fait que le chef d'état-major de l'ANP soit présent, même si c'est en tant que vice-ministre de la Défense, à une réunion qui va parler de la Constitution. C'est normal, ça concerne l'armée. La défense nationale, ça fait partie de la Constitution. C'est un aspect. Je veux dire, moi, ce qui me gêne, c'est que le glissement qu'on fait entre l'ANP, l'armée nationale, la défense nationale, l'armée nationale populaire, les services secrets, et puis, la police politique. Il y a trois choses. Il y a des choses qui sont légitimes, c'est l'ANP et voire les services secrets. Et puis, il y a une chose qui n'est pas légitime, qui n'est pas normale, c'est la police politique. Tout le débat, est-ce qu'on sort de la police politique ou non? C'est ça la question. Et on ne va pas y répondre. On n'est pas convaincu qu'on est en train d'en sortir. Voilà. Alors, les privatisations, on va y revenir cette semaine avec les propos notamment de Ben Khalfa. Tout à l'heure, tu as évoqué, Hassan, le ministre des Finances qui est revenu peut-être sur une déclaration qu'il a faite sur une radio publique où il parlait de l'ouverture du capital des entreprises et qu'il disait que tous les secteurs étaient concernés. Cette semaine, il nous apprend le contraire. Non, les grandes entreprises ne vont pas être privatisées et on ne touchera pas aux grandes entreprises. Alors, je m'interroge encore sur le discours politique sur des questions aussi précises que celle-ci. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote, juste une anecdote pour planter le décor. Moi, en 1995, j'ai été invité avec un groupe de personnalités politiques algériennes. Il y avait des économistes, il y avait un recteur d'université. On a été invités en Allemagne par la fondation Friedrich Ebert. On nous a emmenés à Berlin visiter l'organisme qui avait été créé par l'Allemagne réunie, disons, qui s'appelait pour privatiser les entreprises publiques. Ça s'appelait la Treuhand. C'était le mur de Berlin tombe en 89. Nous, on visite en 95. Les responsables de la Treuhand nous reçoivent. Disons, dans une salle de réunion comme celle-ci, un petit peu, et dans laquelle, autour d'une table, il y avait 4 ou 5 cadres, et puis il y avait beaucoup de paquets. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en ouverture de la réunion? Ils nous disent « Heureusement que vous êtes venus aujourd'hui, ou cette semaine, parce que la semaine prochaine, vous n'auriez trouvé personne. » On leur dit « Pourquoi ?» Parce qu'ils nous ont dit « On a fini, on a terminé. La privatisation des entreprises publiques allemandes, c'est terminé. » C'est-à-dire, en 95, ils avaient... Le mur de Berlin tombe en 89. En 95, la Treuhand a été dissoute, effectivement, une année après. Donc, ils avaient liquidé toutes les entreprises publiques allemandes entre 89 et... Nous, on a commencé... Voilà, nous, on a commencé en 89, 90. On est en 2015... on continue à se poser la question de savoir est-ce qu'il faut privatiser les entreprises publiques. Qui se pose la question? Est-ce que le ministre des Finances est dans l'interrogation? Est-ce qu'il faut commencer à les privatiser? Il n'y a pas que l'Allemagne qui a fait ça, la Pologne a fait ça, ils ont tous fait ça au pas de charge. La question, Hassan, est-ce que le système politique algérien est aussi rationnel, aussi clairement établi, avec des pouvoirs aussi clairement identifiés que celui de l'Allemagne? C'est ça la question. Moi, je souscris complètement à ce que veut raconter Hassan dans cette anecdote, parce qu'en fait, on se rend compte, on se réveille en 2015 avec un débat hallucinant. C'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas savoir qu'il y a eu une première salve de privatisation en Algérie, qu'on a réglé le problème, faut-il ou pas privatiser, que ça s'est déjà fait. Il y a des industries qui ont été passées au privé. On n'a pas, par contre, un bilan précis de ce que ça a apporté. Je pense que les partisans de la continuation, de la reprise des privatisations devraient arriver avec un bilan pour dire des entreprises qui auraient
normalement continuer à consommer du budget de l'État, des plans d'assainissement. À mon avis, ce serait pas bon pour beaucoup sans de passer patrons, au privé, en cesser de coûter au budget, parfois réussi, parfois pas, parfois fixer de l'emploi, parfois pas. Bon, mais ce bilan manque, clairement. Mais d'en arriver à rediscuter du principe et de faire de l'article 66 une agression la manière dont ça a été adopté, effectivement, c'est une agression. Mais le principe, c'est un immense recul, on ne se rend pas compte. Et moi, je m'attendais à ce que Hassan, dans les faits de la semaine, qu'il retienne l'annonce de M. Bouchoueb, qui est extrêmement choquante. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une erreur chez les agences, parce qu'il y a souvent des erreurs, notamment chez la PS, sur les chiffres, ces derniers temps, sur les chiffres. Il parle de 2 milliards de dinars pour moderniser le Hajjat. J'essaie de confirmer auprès du ministre. 2 milliards de dollars pour moderniser 2 entreprises dont on ne connaît pas le marché. Ça règle la question de la privatisation. C'est gigantesque. C'est hasardeux. J'ai un mot à dire sur ça. Moi, je dénonce la position de Mme Louisa Hannoun sur les privatisations pour la raison suivante. Elle empêche les entreprises publiques de racheter des actions des entreprises privées. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette question de privatisation, on est en train de prendre le problème à l'envers. On a des dogmatiques de la privatisation contre des dogmatiques de la non-privatisation. Or, ça ne marche pas comme ça. Ce qui gêne dans la privatisation aujourd'hui, c'est l'absence d'un marché régulé de manière transparente, l'absence d'instruments de régulation. S'il faut privatiser, si Sonelgaz vaut 20 milliards de dollars et qu'on a un acheteur pour 30 milliards de dollars, pourquoi ne pas la vendre? Mais qui c'est qui va me garantir qui va garantir aux Algériens que si Sonelgaz est aujourd'hui privatisable, Ali Haddad ne va pas l'acheter pour 1 million de dinars? Il faut poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, en fait, ne sont pas économiques, ils sont politiques. C'est l'absence d'institutions crédibles, transparentes, c'est l'absence de procédures, c'est l'absence d'une bourse qui permet de valoriser les entreprises à leur juste valeur pour pouvoir privatiser. Sinon, on est dans la supercherie et la privatisation, je l'ai dit la semaine passée, je vais le redire. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les copains du gouvernement vont donner à leurs copains oligarques du FCE, ils vont leur offrir les entreprises comme cadeau. C'est ce que dit Louisa Hannoun, justement. Tu es d'accord pour un ultralibéralisme à condition, je te pose une question, à condition qu'il soit démocratique ou à condition d'y mettre les règles, d'y mettre des règles. Moi, je voudrais faire une remarque. Essayer de rétablir un certain nombre de choses raisonnables. Je veux dire, il faut arrêter de centrer le débat économique et politique aujourd'hui autour de la personnalité de Louisa Hannoun. Je veux dire, Louisa Hannoun fait une conférence de presse. Non, mais elle fait une conférence. Non, c'est tout l'ensemble de la presse nationale depuis un mois. Je veux dire, c'est depuis un mois. Non, avec les 19 plus le débat, ça fait 2 mois que ça dure. Oui, mais c'est juste que ce dont elle traite, finalement, on se rend compte que c'est le seul sujet qui va et sur lequel on peut discuter des heures parce que c'est un vrai sujet d'information. Sur la privatisation, le problème, c'est pas les déclarations de Louisa Hannoun. Sur la privatisation, c'est le projet de loi du gouvernement. Le projet de loi du gouvernement, personne ne l'a compris, apparemment, et personne ne l'a analysé correctement. Pourquoi vous dites personne? Non, c'est faux. Non, bon, enfin, je veux dire, ce que j'ai lu, moi, j'ai peut-être pas tout lu, mais tout ce que j'ai lu était faux. Bon, alors, c'est quoi l'article 66? L'article 66, c'est c'est la création d'une minorité de blocage de 34% entre les mains de l'État en cas de privatisation des entreprises publiques, d'un certain nombre d'entreprises publiques. Maintenant, on sait que les entreprises stratégiques ne sont pas concernées. Ça va concerner... Maintenant, on le sait. On le sait. Les entreprises... L'État se donne les moyens de conserver une minorité de blocage dans les entreprises publiques qui vont être privatisées. On ne sait pas lesquelles. L'article 66 n'est pas un programme de privatisation. Il faudra que le CPE se réunisse pour décider quelles entreprises vont être... Bon, donc ce n'est pas un programme de privatisation, ce n'est pas une privatisation à 100%, c'est la création d'une minorité de blocage. Pourquoi on crée une minorité de blocage ?
On crée une minorité de blocage, en gros, pour éviter que les privatisations aient un caractère spéculatif. On va C'est-à-dire qu'on revende ses parts à un tiers. Il faut arrêter de faire peur aux Algériens, d'agiter des épouvantails. Il n'est pas question de privatiser Sonatrach, il n'est pas question de privatiser Sonelgaz. Il n'en est pas question parce que le gouvernement s'est engagé. Justement, Hassan, Oui. il est plus question cette semaine. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le discours politique. Je reviens encore à M. Ben Khalfa. On est passé de tous les secteurs sont concernés tous les secteurs sont concernés. Laisse-moi terminer. Tous les secteurs sont concernés. Il l'a dit sur une grande radio publique. À toutes les entreprises, les grandes entreprises ne sont pas impliquées là-dedans ou ne sont pas concernées. Alors, je m'interroge sur ce discours politique encore une fois et sur ce cap que l'on veut se fixer quand on est un État fort et qu'on a envie de changer les choses et d'avancer vers du positif. Je m'interroge sur ce discours politique qui reste flou sur la mesure à prendre. Il tient compte des réactions. C'est-à-dire, il y a une bataille politique où la question de la privatisation est devenue un enjeu, que ce soit par conviction ou juste pour mettre en difficulté le pouvoir, mais Ben Khalfa a apporté des précisions de gens qui sont destinés à calmer. Voilà. Moi, je pense que les enjeux ne sont pas complètement ceux que nous avons décrits depuis tout à l'heure, et en tous les cas pas ceux que décrit Abed Sharif. C'est-à-dire le risque, si jamais on ouvre les privatisations aujourd'hui, le risque que ce soit accaparé par les amis du gouvernement. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a on n'évalue pas le périmètre, la taille du périmètre qu'il faut privatiser. Le parc public, le parc d'actifs publics reste encore extrêmement important et en tous les cas beaucoup plus important que ce que peut acquérir, y compris avec des prix complaisants, de ce que peut acquérir la bourgeoisie algérienne, en tous les cas le cercle de la bourgeoisie algérienne qui s'exprime dans le FCE. On est dans une configuration asymétrique, les gens se trompent complètement. Absolument. On est dans une situation où l'offre de reprise est beaucoup plus faible. Puisque vous êtes... Non, l'offre de reprise est beaucoup plus faible que la... C'est pourquoi que je dis aujourd'hui, il faut mobiliser d'autres investisseurs. Il faut mobiliser une autre épargne que celle des capitalistes qui sont capables d'acheter. Et cette autre épargne, elle est chez les Algériens. Elle est dans l'immobilier. Les Algériens placent beaucoup d'argent dans l'immobilier. Les Algériens, y compris dans les classes moyennes, ont placé beaucoup d'argent dans des actifs à l'étranger, dans de l'asset physique à l'étranger. Voilà. Aujourd'hui, il faut ramener ce fonds d'épargne, il faut le ramener vers l'acquisition d'actifs publics. Maintenant, les actifs publics, là aussi, on se trompe. Je finis sur ça, si tu permets. Les actifs publics, on se trompe. Ils ne sont pas tous attractifs. Je vais peut-être vous choquer et je vais abuser de mon temps pour embêter Abed. Moi, je suis aussi chef d'entreprise, Interface Média. On va ouvrir les privatisations. Moi, je vais m'intéresser, j'ai besoin d'une version papier. Nous, on est éditeur électronique. Je vais m'intéresser à mon ancien journal. J'ai passé 8 ans à Horizon. Je vais aller étudier un petit peu ses comptes, voir qu'est-ce qu'il a, s'il est privatisable, qu'est-ce que je peux racheter, etc. Horizon, il tire 5000 exemplaires aujourd'hui. C'est un fardeau. Sa rédaction est immense. Il a des salaires faramineux. C'est un bon exemple. Voilà. Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien pouvoir participer à la privatisation et racheter des actifs dans mon ancien journal public. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est pas un boulet ? Comment ça peut se passer ? Bien sûr que c'est un boulet. Et c'est la question que tous les Algériens vont se poser par rapport au parc public. Non, je voudrais enchaîner sur ce que vous d'accord. Après. Vous êtes d'accord tous les deux. Il m'a écrasé le pied pour que je m'arrête. Vous êtes d'accord tous les deux, c'est la preuve que vous avez tort. Moi, à ta place, si Horizon est à vendre... Je ne sais pas comment je dois prendre ça. C'est exactement... Bon. Écoute, c'est un terrain parfait. Si Horizon est à vendre, achète-le. Parce que tu achètes l'immobilier à Horizon. Et tu négocies le départ des journalistes. Si tout bénef, la vision des oligarques... La vision... Non, s'il te plaît. La vision des oligarques, c'est exactement celle-là. Pourquoi maintenant ? Je vais dire ce que c'est, on va dire maintenant. D'accord ? Ce qui se passe, c'est vrai que l'envergure du secteur public dépasse les capacités du secteur privé algérien. C'est pour ça qu'on exclut ce qui est stratégique, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de l'acheter. On va acheter au dinar symbolique ou au rabais le reste. Une fois qu'on va le muscler, on va racheter le secteur stratégique. Et
ce que dit M. Ben Khalfa comme étant une prouesse, on exclut le capital étranger, vise précisément à garder ce qui est essentiel, ce qui est gros, à l'abri de l'investissement étranger. C'est d'une cohérence extraordinaire. Elle est là. Mais c'est très bien comme ça. Mais je veux dire, attends, encore une fois, si ça te plaît, moi je fais pas de projet. D'accord. Moi je fais pas de plan sur la comète. Je sais pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans. Je sais aujourd'hui. Tu as encore une fois, donnons des chiffres. Il y a 300 entreprises publiques qui ont été privatisées quand même entre 1994 et 2005-2006. On le sait. Il en reste à peu près 1200 aujourd'hui. Radi Hassan a raison. Sur les 1200 entreprises publiques aujourd'hui qui sont théoriquement concernés par la privatisation, disons, potentiellement concernés par la privatisation, il y en a 95% qui sont des PME. C'est des PME, c'est des petites entreprises. Oui. Bon, les grandes entreprises publiques ne sont pas concernées. L'objectif du gouvernement, c'est d'essayer de trouver des repreneurs pour ces petites entreprises publiques. Alors, quelle est la précaution qu'il prend? Il prend la précaution de l'article 66. Il prend la précaution de l'article 66 pour empêcher justement que l'entreprise achetée fasse l'objet d'une opération spéculative. Quand on garde une minorité de blocage, quand on laisse une minorité de blocage entre les mains de l'État, ça empêche que l'entreprise qui va être achetée, pas au dinar symbolique comme tu le dis, qui va faire l'objet d'un appel d'offres, d'une démarche, etc. On ne sait pas ce sera à quel prix ça va être vendu, avec un cahier des charges. Mais laisse-moi terminer une seconde. Non. Voilà, on empêche que cette privatisation donne lieu à une opération spéculative. C'est ça le sens de la minorité de blocage. Avec on va empêcher actuel, tu mais crois bien aux sûr, appels d'offres. Mais avec l'État actionnaire à 34%. Est-ce que vous avez entendu parler de M. Chakib Khalil? Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est lui qui va... C'est messieurs Khalil qui vont faire les appels d'offres, monsieur. Tu parles comme Louisa Hanoun, ça. Bon, vous agitez des épouvantails. Et pourquoi Louisa Hanoun? Quand elle a des arguments solides. Mais c'est pas des arguments solides, alors, ce sont des épouvantails. C'est fini, je suis désolée, on n'a plus le temps, on va faire une petite pause. J'avais encore une illustration avec une privatisation qui a lieu, mais c'est pas... Mais achète Horizon, tu gagnes beaucoup d'argent. Les accointances politiques, je prends le risque, les accointances politiques ont déjà permis des privatisations dans la période où elles étaient supposées ne pas pouvoir se faire. Les îlots Euriad de Corson étaient rachetés par le groupe Namor il y a 2 ans, et il a suffi que le ministre change, je ne vais pas citer les noms, que le ministre de l'Agriculture s'en aille et qu'un autre vienne, qui regarde un peu comment s'est fait la transaction. Il a trouvé que ça a été cédé à un prix complaisant, et il y a eu une révision de l'accord. Même à l'intérieur du clan dominant qui est supposé se vendre entre copains à un dinar symbolique, ça peut se passer de manière très compliquée. Le problème, c'est qu'on est dans... Je m'attendais à ce que Abed dise, il vaut mieux, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, privatiser, y compris au dinar symbolique, pourvu qu'on cesse de payer pour des boîtes qui coûtent cher au trésor public, que de continuer bien sûr. À la limite. Non, parce ça, que, ah oui, bien sûr. Voilà, c'est le capitalisme du début, à la limite. Nous sommes dans un contexte... Là, je peux vraiment être d'accord, mais quand c'est dit de manière claire, il faut se débarrasser de tout ça. Ça peut être une cohérence économique. On va voir ce que ça vaut. Là, ça peut être discuté. Ça n'a pas de cohérence. C'est le mensonge qui me gêne. C'est le mensonge. Quel mensonge? Alors, oui, ça ce sera la dernière. Se débarrasser de tout dans un contexte où les Algériens doutent de tout, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire, c'est un appel à casser ce qui reste de la baraque. C'est pour ça que le débat est politique, monsieur Haddouche. Ce n'est pas un truc de technique. C'est pas vrai. Mais pourquoi vous dites se débarrasser de tout alors qu'il n'y a aucun problème? Je répondais à ce qui se disait. Arrête. On s'est débarrassé de rien, justement. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Une petite pause. Et on revient tout de suite. Alors, c'est reparti. Cette fois, on va parler de cette coalition islamique contre le terrorisme. Ça tête l'Arabie Saoudite. Si je dis islamique, c'est parce que le plus grand nombre, ou à la limite peut-être tous les membres de cette coalition viennent de l'organisation islamique. Alors, j'allais dire 34 pays, c'est beaucoup. 34 pays, c'est énorme, c'est magnifique. Peut-être bien que c'est la première fois qu'on a une coalition aussi importante contre le terrorisme et qui pourrait donner un sacré coup au terrorisme. Et pourtant, on va avoir des doutes ce matin. C'est une coalition d'abord qui se fait sans l'Irak, sans la Syrie, sans l'Iran, sans l'Algérie. Alors, on va commencer peut-être par l'Algérie, à se demander si finalement le fait que l'Algérie n'en fasse pas partie, c'est une bonne chose ou pas. Même si la position de l'Algérie n'est pas officielle et qu'on ne connaît pas ses motifs. Les motifs de son... On va commencer par ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose.
Abed Sharif, je le provoque. Non, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Il y a différents volets. Il y a différents volets pour aborder ce problème. Si on prend en compte l'opinion algérienne, à mon avis, elle est majoritairement contre une participation. Donc ça va. Si on prend les dogmes de la politique étrangère algérienne, c'est une position qui est conforme. Maintenant, d'un côté pragmatique ou bien opérationnel, on peut se poser un certain nombre de questions qui remettraient en cause, d'ailleurs, y compris le dogme de l'armée algérienne qui ne sort jamais des frontières. Il faudrait peut-être, un jour, apprendre à l'armée algérienne de sortir de ses frontières dans des cadres. Je ne parle pas de ce cadre précis, je parle de manière théorique, de manière générale. Une armée qui ne sort jamais de ses frontières, c'est une armée qui se prive d'une capacité importante de son objectif ou de son métier, parce que si elle doit défendre le pays, elle ne le défend pas uniquement qu'en Algérie. Si elle est attaquée, elle va se défendre et ensuite attaquer, sortir de ses frontières. Donc il y a des choses à apprendre pour une armée. J'ajoute à cela que ces dogmes ont été bâtis dans une période où les frontières avaient un sens, j'allais dire, plutôt géographique. Aujourd'hui, la nature des frontières a changé. Face au terrorisme, la notion de frontière a changé. Il faudrait que l'armée algérienne s'adapte à ça. Voilà. Ça me permet de rester... Il faudrait... Peut-être que cette idée ou cet argument, ce n'est pas celui que l'Algérie voudrait mettre en avant, même si je disais encore une fois, on n'a pas la position officielle, mais je doute fort que ce soit ce motif-là, que l'Algérie n'a pas l'habitude de sortir, elle ne le fera pas cette fois non plus, pour intervenir. On peut voir ailleurs. L'hypothèse qu'évoque Abed sur la possibilité que l'armée intervienne à l'extérieur devrait très logiquement être limité à des zones frontalières physiques. C'est-à-dire, si on intervient, ce sont dans des zones qui sont très proches de l'Algérie. On ne va pas aller en Irak et en Syrie dans une opération douteuse, vraiment douteuse, menée par l'Arabie Saoudite, qui est idéologiquement totalement en phase avec Daesh. Il ne faut pas faire semblant. L'idéologie de Daesh, c'est le pense-bête courant de l'idéologie religieuse saoudienne qui est poussée à sa logique absolue, qui dépasse peut-être l'Arabie Saoudite et l'inquiète aujourd'hui, mais le fond, c'est cette idéologie. Et donc, on a les Saoudiens, d'ailleurs, il faut remarquer que cette annonce a été faite sans préliminaire. Il y a d'habitude, quand on te dit on va créer une coalition, on apprend des choses, il y a des réunions. Là, subitement, c'est comme si c'était des coups de téléphone, on a appelé tout le monde et ça a été annoncé subitement. C'est-à-dire, donc, les Saoudiens ont annoncé ça, ils ont rallié 34 pays. C'est bien, ça montre la puissance financière qu'ils ont, le poids qu'ils ont, mais en même temps, c'est vraiment une opération douteuse. C'est parce que les Russes interviennent en Syrie et ils changent un peu la réalité du terrain de la guerre en Syrie. C'est parce que aussi, en Irak, il y a une remontée du gouvernement irakien avec un soutien de ce qu'on appelle des milices chiites qui sont en train d'attaquer les territoires qui ont été pris par l'État islamique. Et donc, c'est au moment où tout ça, on crée une alliance sunnite. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est ça le problème, c'est un très grand problème. On crée une alliance sunnite avec, et le discours du ministre de la Défense saoudien est très clair, c'est on va attaquer les terroristes de tous les madhab. C'est-à-dire, il élargit le spectre, et donc demain c'est le Hezbollah, etc. Et on est en pleine guerre civile inter-islamique. C'est ça l'objectif. Pourquoi l'Algérie irait dans cette galère? Tant mieux qu'on soit là. Pourquoi elle irait dans cette galère, en fait? Et là encore, il y a la conjoncture et il y a les concepts ou bien les politiques. En l'état actuel des choses, on se rappelle quand il y a eu l'histoire du Mali,
on a dit immédiatement injonction française. Fabius qui disait que les avions français pouvaient survoler le territoire algérien et donc c'est la France qui donne les ordres. Ça a été fait. Là, on aurait l'impression que l'Arabie saoudite a décidé que l'Algérie va suivre. En fait, en l'état actuel des choses, la décision algérienne est une bonne décision et il ne faudrait surtout pas s'engager à l'extérieur en l'état actuel des choses. Mais ce que je dis, ça serait possible avec un pouvoir qui soit à la fois fort et légitime, qui puisse avoir une politique de défense et une doctrine de défense. Moi, je me rappelle quand il y a eu les guerres d'Irak, etc., il y a un certain nombre de pays occidentaux qui ont envoyé des troupes à titre symbolique. Nous, on voyait un petit peu à titre symbolique. Mais en fait, beaucoup de pays essayaient de voir ce que serait... Est-ce qu'ils seraient capables de projeter des troupes à l'étranger ? Je rappelle l'histoire du Moujaou, l'enlèvement des diplomates algériens. Imaginons un cas beaucoup plus grave qu'une ambassade algérienne à l'étranger soit prise par des gens. Il faut imaginer... C'est déjà arrivé, c'est des demandeurs de passeport biométrique. Oui. Alors, parce qu'ils tardent beaucoup. Il faudrait dans un pays, dans un état défaillant, state fail, genre, je ne sais pas, Somalie, Libye actuelle, etc., et qu'il y ait une grosse opération. Il faudrait que l'armée algérienne soit capable de répondre. Elle l'a fait à Omdurman. Oui, absolument. Oui, Soudan. Donc c'est tout ça, que... Voilà, sur ce volontarisme saoudien, justement. Oui, deux choses. Moi, je pense que, justement, sur cette initiative, je pense qu'on en est encore au cadre. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore question d'envoyer des troupes au sol, il n'est pas encore question de coordonner un état-major sous un ordre donné, etc. On en est encore très loin. C'est une adhésion politique. Dire ces pays-là... Ça risque d'aller très vite. Hein. Et l'intitulé, c'est une coalition contre le terrorisme. Voilà, donc c'est pas l'opération Yémen, c'est pas sur un territoire, un théâtre d'opération précis, c'est presque un principe de foi. Voilà, nous sommes tous enrôlés, un peu derrière l'Arabie saoudite, pour lutter contre le terrorisme, y compris celui des autres madhab, ce qui justifierait effectivement d'attaquer des chiites radicaux. Évidemment, l'Algérie n'est pas allée. On a, nous, le sentiment que c'est une bonne décision parce que, surtout, on est fiers, on est caressé dans le sens du poil de notre indépendance nationale. Dire, nous, on n'est pas comme nos amis marocains, ou y compris, et c'est un peu surprenant, la liberté. Et les Marocains disent que l'Algérie a été chassée de cette alliance. Comme bien de le dire. Voilà. Donc, nous, on est plutôt bas. C'est pas ça qu'on va écouter. On va dire, nous, on est indépendants, on ne va pas marcher derrière l'Arabie saoudite sur un agenda saoudien. Très bien, mais en foot, en fait, nous, au Café Presse, on sait de quoi il ressort. On sait qu'en fait, c'est le plus souvent, par défaut, que ces positions se prennent. Voilà. C'est par défaut, c'est-à-dire on est sur une force inertielle qui fait que l'Algérie est nulle part et que l'Algérie n'était pas à la COP 21. L'Algérie n'était pas à la COP 21. L'Algérie a accepté de réduire de 7% ses émissions de gaz carbone. Comment ça, l'Algérie n'était pas à la COP 21 ? En termes d'agenda, en termes de prise en main, de négociation, elle n'y était pas. Est-ce que vous connaissez la position officielle algérienne ? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle voulait obtenir et comment elle commente ce qu'elle a obtenu ? Ils ont applaudi, ils ne savent pas à ce à quoi ils ont applaudi. L'Algérie, il y avait un spécialiste ici hier, M. Tawfiq Hasni, à l'invité d'hier, qui nous expliquait que l'Algérie allait perdre beaucoup, mais qu'elle ne le savait pas. Donc, ça se fait par défaut, et c'est ça que nous voulions pointer. Ça se fait par défaut, et ça va se faire sur la base d'analyse de grands spécialistes comme Dint Leba. Hassan, s'il te plaît. Alors, l'Arabie saoudite avance que c'est une intervention, une coalition militaire. Ça va être une coalition militaire. On se demande comment est-ce que l'Arabie saoudite va faire parce qu'elle a aussi des problèmes de sous et qu'elle intervient déjà au Yémen contre les Houthis. Et ensuite, on dit que c'est aussi idéologique. Alors là, ça se complique un peu plus. J'aimerais qu'on en parle. On en parle ensuite. C'est intriguant de se demander quel va être le discours wahhabite face à tous ces jeunes qui ont envie d'aller rejoindre Daesh. Sur l'aspect finance, intervention militaire saoudienne, est-ce qu'elle en a réellement les moyens aujourd'hui ? Disons, l'Arabie saoudite n'est pas un pays qui est, à la différence de l'Algérie, c'est pas un pays qui est aux abois sur le plan financier. C'est un pays qui souffre énormément de la baisse des prix pétroliers, mais c'est un pays qui a été, à la limite, plus prudent que nous. C'est-à-dire qui a constitué de très très grosses réserves de change. Ils ont 660 milliards de dollars de réserves de change. Donc ça lui permet de... On sait que l'année dernière, ils ont dépensé à peu près
en premier semestre 2015, ils ont quand même consommé entre 50 et 60 milliards de dollars de réserves de change. C'est beaucoup. Mais bon, ils ont encore de la marge. Ils peuvent tenir encore un petit peu longtemps. En plus, c'est un pays qui est moins dogmatique que nous sur le plan économique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'hésite pas, bien qu'il ait des réserves de change très, très importantes, à aller sur les marchés internationaux pour emprunter. C'est un pays, par exemple, que cette année, on sait que d'ici la fin de l'année, ils vont emprunter entre 20 et 25 milliards de dollars sur les marchés de capitaux internationaux. Et comme ils ont des réserves importantes, ils utilisent le fait qu'ils sont plus intelligents que nous. Aujourd'hui, ils ont des réserves importantes. Bon, les taux d'intérêt sont relativement faibles. Eh bien, ils ont un bon rating, comme on dit. Ils sont bien classés. Donc, on leur prête de l'argent et pas trop cher. Bon, il ne faut pas attendre quand on veut emprunter. C'est une leçon pour l'Algérie. Il vaut mieux le faire quand on a de l'argent, quand on a encore des réserves, quand on est encore bien considéré, que lorsqu'on est aux abois. Sur le plan stratégique, voilà. alors, Ouais. sur le plan stratégique. Alors, je veux dire, ça veut dire qu'ils ont des ressources financières importantes, ils ont de la marge encore, ils ont en plus de ça, en plus de fait qu'ils peuvent emprunter sur les marchés internationaux, ils peuvent aussi emprunter sur les marchés domestiques. Ils ont une population qui a les moyens, qui est riche, etc. Ils sont aussi en train de développer, ça aussi c'est une leçon pour l'Algérie, ils sont en train d'emprunter sur le marché obligataire. Ils ont un programme, c'est 30 milliards de dollars. Dans les 34 pays, le Maroc, la Tunisie, le Soudan, ils peuvent financer tout ça sans grande difficulté. Il faut aussi tordre le cou à une idée selon laquelle les Saoudiens ont des problèmes financiers. Mais non, ils n'ont pas de problème financier. Les Saoudiens, sur la question des prix du pétrole, il faut se rendre compte d'une idée qui est très simple. Les Saoudiens ont du pétrole pour 2 siècles, peut-être pour 4 siècles. Ils ne veulent pas qu'il y ait une alternative au pétrole. Donc, ils cassent les prix pour se préserver sur le très long terme. Ils ne sont pas dans la position de l'Algérie. Et les gens qui écrivent que l'Arabie Saoudite risque de se retrouver en situation de faillite financière, écrivent des conneries. Non, c'est faux. Sur le plan de l'implication, j'allais dire idéologique, tu as parlé des sunnites. C'est très intéressant ce que tu as dit, Saïd Jafar, à ce sujet. L'implication idéologique. Question, est-ce qu'on risque pas aujourd'hui, tu dis, elle veut s'étendre, elle veut étendre son pouvoir. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite n'est pas toute seule dans la région. Il y a aussi une implication étrangère. Il y a d'autres coalitions. Est-ce qu'on risque pas de mener des croisades? Chacun mène sa propre croisade dans la région. Et à ce moment-là, c'est pas dangereux, ça? Il y a actuellement dans la région du Golfe, les Saoudiens ont réarmé le sectarisme chiite sunnite après la révolution iranienne. C'est une stratégie de long terme. Ils ont été inquiets après la réussite de la révolution iranienne et la peur de la contamination de la révolution iranienne a amené les Saoudiens à relancer le clivage sunnite-chiite. Et si vous voulez, c'est un travail de longue haleine. Ça a commencé avec les premières chaînes satellitaires, c'était MBC, etc., qui ont organisé cette remontée du chiisme qui s'est accompagnée d'une diffusion du salafisme et qui a comment dire, le clivage sunnite s'est estampé au fil des siècles et c'est un réarmement moderne avec un objectif politique. Et aujourd'hui, il est poussé encore à son incandescence. Vous remarquez, juste une phrase, on crée une alliance islamique soi-disant pour combattre le terrorisme et le immédiat c'est Daesh, et les 2 pays qui sont les plus directement concernés, l'Irak et la Syrie, n'en font pas partie. Donc voilà, on est totalement dans cette orchestration du clivage, d'un vieux clivage. C'est pas dangereux, ça? Que chacun mène sa croisade dans la région, c'est pas dangereux? Oui, enfin, c'est sûr qu'on ne sait pas vers quoi ça va évoluer. Toute initiative de ce type-là comporte une part de risque et de danger. Moi, je voulais juste ajouter, pointer le fait que si l'Arabie Saoudite n'a pas de problème financier, et Hassan a expliqué comment et pourquoi, elle a un problème politique. C'est clair. L'Arabie Saoudite a un vrai problème politique. Il y a une montée islamophobe dans le monde dans l'incarnation, et d'abord dans le monde occidental, qu'on s'entende bien. On parle beaucoup de la France et de l'Europe, mais en Australie, c'est pire.
les gens ne réalisent pas. Aux États-Unis, il y a Donald Trump qui a donné une expression vivante et caricaturale de cette islamophobie. Ça passe par du Saudi bashing. C'est-à-dire c'est l'Arabie Saoudite qui en prend tout le temps plein la gueule. Et on considère que l'Arabie Saoudite finance directement Daesh. Il y a plein de gens, y compris des analystes, qui le disent de manière très légère, etc. Et c'est pour ça qu'elle annonce cette coalition. Il y a une continuation, une filiation idéologique, ça aide à la rappeler. Mais il y a des gens qui vont plus loin et ils disent ils financent. En fait, ils sont des deux côtés de la vallée. D'où l'urgence pour les Saoudiens. Et avec cette initiative, je pense que c'est ce qu'ils voulaient délivrer comme message, de se démarquer de tout ça, de dire au contraire, nous sommes les champions de la lutte antiterroriste, et si on a créé un monstre quelque part à un moment donné, aujourd'hui on est mobilisé pour le détruire. L'accusation de financement n'est pas fausse, ce n'est pas nécessairement l'État saoudien, mais à l'intérieur de l'Arabie saoudite, par le biais des associations, des hommes riches, etc., de l'argent a afflué vers l'Irak pour armer. C'est-à-dire, là aussi, les choses s'embriquent. C'est-à-dire, armer les sunnites qui étaient en conflit avec le premier ministre irakien chiite. Et c'est là, l'engrenage qui a créé Daesh, il est là. Et donc, ce n'est pas tout à fait faux quand on dit que les Saoudiens, pas l'État nécessairement, ont financé Daesh. Oui, en fait, il faut souffler un petit peu pour dépoussiérer, pour que apparaissent les vrais enjeux. Il y a plusieurs, je sais pas si des éléments ou des agendas qui se superposent. L'un de ces éléments, c'est que les Saoudiens étaient dans une alliance dans le Golfe contre l'Iran, contre les Houthis, etc. Et qu'ils se sont sentis trop à l'étroit. Cette alliance ne tenait pas le coup, il fallait l'élargir. Et donc là, on mobilise tous les sunnites du monde. Deuxième élément, il y a un aspect encore qui est plus vaste dont a parlé Hussein. À mon avis, c'est très important après les attentats de Paris. Il y a une situation qui devient intenable, c'est l'image, la position de l'islam dans le monde, c'est quoi l'islam? Et donc, les Saoudiens se sont rendus compte que malgré les investissements des Qataris dans le Paris Saint-Germain, etc., ça ne marche plus. Il faut une action qui est différente. Je pense quand même qu'il y a quelque chose de fond qui est en train de se passer, y compris chez les Saoudiens. C'est peut-être dû à un petit changement de génération, à l'arrivée de gens qui ont un regard peut-être un peu différent sur le monde. Ils sont en train de se redéployer sur des éléments plus politiques et économiques et moins religieux. Et ces éléments politiques, l'élément central qui constitue une espèce d'obsession, c'est la région, c'est l'Iran, c'est comment se situer par rapport à l'Irak, etc. Et donc, comment vont jouer ces éléments pour l'avenir? Ça va être très compliqué. Et l'Algérie, qui n'est pas chiite, n'est pas allée dans cette alliance, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pourquoi? Parce que c'est assis sur une analyse politique, pas religieuse. Je dois quand même ajouter un élément d'information. Aux États-Unis, il y a un discours pour dire en Irak et en Syrie, il faudrait que ce soit des troupes musulmanes qui y aillent. Et donc là, c'est un discours qui commence à prendre. Oui. Et là, l'Arabie saoudite se positionne. C'est moi, avec les sunnites, qui allons faire la guerre sur des territoires chiites, entre guillemets. Et on est dans une vraie... C'est ce que j'ai dit, c'est l'élément régional qui est politique, qui dicte ça. C'est l'un de ces éléments. Alors, c'est terminé, mais excusez-moi encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de parler de la Turquie dans cette coalition. C'est quand même important de voir la Turquie, de voir la Turquie comme ça se positionner et se frayer finalement une petite place dans une espèce de bloc. C'est un peu l'impression que j'ai, une espèce de bloc aujourd'hui, quand on sait que la Turquie aujourd'hui est en bisbise avec la Russie. C'est lié, c'est très lié. J'aimerais une petite lecture rapide, on va faire un tour de table. Actuellement, la Turquie se retrouve en fait face à la Russie. C'est un vrai problème. Ils sont en vrai conflit qui peut dégénérer. Et à mon avis, ils font partie, avec les Saoudiens, des concepteurs de cette alliance. Même s'ils ne sont pas apparus, mais ils sont au fond peut-être même ceux qui ont soufflé l'idée aux Saoudiens. Peut-être. Il y a un vrai tiraillement en Turquie. Si vous avez remarqué, cette semaine, s'est ouverte une nouvelle étape dans la négociation d'adhésion à l'Europe.
Et en fait, les Turcs, c'est pas tranché. Je vais dire qu'ils sont, de manière caricaturale, il y a une Turquie qui est tentée de jouer en deuxième division et donc d'être un petit peu le Chikour du monde islamique. Et il y a une Turquie qui ambitionne d'adhérer à l'Europe en sachant que face à la Russie, c'est en Europe qu'elle sera la plus forte et ce n'est pas tranché. Pendant ce temps, il y a le vice-président de l'Iran qui est en Algérie. L'Algérie a visiblement choisi son camp. Ouais. Bon, ben on va terminer là-dessus. Il y avait autour de cette table Hassan Haddouche, Saïd Jafar, Abd Sharif El-Qadi Hassan. Merci messieurs d'avoir été ici. Merci pour Ahmed Belghit, j'y arrive. Merci pour Ahmed Belghit qui est derrière la caméra. On le remercie. Il y a aussi Soumia Ferkali qui est derrière la console technique et qui manage tout ça. Et puis bien sûr Nejma Handle qui supervise de loin tout ce qui se fait au CPP. Voilà, merci. À la semaine prochaine.